Eric Alt, bonjour et bienvenue au sauna du média, puisqu'il fait 60 degrés, non, combien il fait 30 degrés ici, on a tombé la veste. Je suis ravi de vous recevoir. Je vous vois d'abord, mais après on va peut-être se tutoyer parce qu'on se connaît un peu. C'est vrai. Je t'ai pas mal croisé dans la vie, mais on n'a jamais vraiment eu de conversation tous les deux. Mais je sais qu'Anticor m'avait remis un prix. Absolument, un prix éthique, voilà. Un des premiers. Donc je t'invite à ce titre-là, au titre de vice-président d'Anticor, de fondateur d'Anticor, au titre de militant du syndicat de la magistrature. Également, tu as créé et tu es administrateur de Sherpa, et puis tu es magistrat. Donc tu es né en 1962 à Strasbourg, si j'ai bien lu ma fiche Wikipédia. Puis tu as commencé par un boulot au parquet. J'étais substitut du procureur à Angers. Ensuite, j'étais longtemps à l'administration centrale de la justice, à la direction des affaires civiles. C'est-à-dire, ça consiste à quoi? Ça consiste à préparer les textes de loi. D'accord. Puis j'étais au ministère de l'Environnement, puis je suis allé au tribunal de grande instance de Paris. Avant, tu es allé à la Cour de cassation? Non, à la suite. À la suite, je reviens de la Cour de cassation, puisque j'ai été conseiller référendaire à la Cour de cassation pendant 10 ans. Ça consiste à quoi, conseiller référendaire, ça consiste à préparer les arrêts, donc à faire des rapports, des notes et des projets. Et ensuite à délibérer avec les collègues. Donc on a une voix délibérative pour les projets qu'on prépare et une voix consultative pour les autres quand on est conseiller référendaire. Et aujourd'hui, tu es magistrat au TGI? Je suis magistrat au TGI de Paris et je suis chargé de la départition prud'homale. Donc, quand les 4 prud'hommes, 2 employeurs, 2 salariés ne se mettent pas d'accord, ils se mettent en partage et c'est un juge professionnel qui doit trancher. Et donc, quand les choses vont normalement, il y a 2 professionnels et il y a 4 non-professionnels et 1 professionnel. Parfois, la formation n'est pas plénière. Là, si j'ai eu envie de t'inviter, c'est parce que je me dis que ton parcours, d'ailleurs, est assez étonnant. Parce que tu es quelqu'un, quand on te voit, de plutôt discret, plutôt pondéré. Et en même temps, tu as un parcours qui était très courageux dans tous les choix que tu as fait, quoi. Puisque être à Anticor quand on est magistrat, c'est pas évident. Être au syndicat de la magistrature, tu prends des positions publiques qui sont... J'étais vice-président du syndicat de la magistrature, oui. Ouais, qui sont assez fortes. Et là, moi, j'ai eu envie de rencontrer un magistrat aujourd'hui parce que je suis attentif à ce qui se passe au niveau judiciaire. Je suis atterré par l'état de la justice aujourd'hui en France, non seulement au niveau financier, on en parlera, mais au niveau politique. J'ai rarement vu une garde des Sceaux se comporter de cette manière, c'est-à-dire d'être autant, à mon sens, tu me diras ce que tu en penses, une courroie de transmission du pouvoir politique. Et c'est la première fois, à ma connaissance, surtout depuis les années Hollande, où il me semblait que ça allait un peu mieux, où on voit que c'est carrément un président de la République qui nomme, contre tous les corps constitués, un procureur de la République à Paris. Je voudrais avoir ton sentiment à la fois de citoyen et de magistrat sur ce que je considère comme un état de fait, mais peut-être pas la même analyse. Ça fait longtemps qu'on voit ça. Pendant toutes les années 90, la question se pose de l'indépendance du parquet. Et elle se pose tellement qu'à un moment, Jacques Chirac s'interroge, nomme la commission Truche, avec l'idée que peut-être on pourrait donner l'indépendance au parquet. Et puis ensuite, pendant les années Sarkozy, pendant... le ministère de Michel Alliot-Marie notamment, il y a des interventions constantes sur le parquet. À la limite, on a tellement oublié que le parquet pouvait avoir une indépendance, que les procureurs n'étaient pas des préfets judiciaires, qu'on ne se pose même plus la question. Et puis il y a eu une petite embellie sous Hollande, peut-être aussi grâce à l'affaire Cahuzac, où le parquet a pu jouer son rôle, et notamment le parquet financier, avec une procureure financière très courageuse qui va prendre sa retraite cette année, Madame Moulette, Hélène Moulette, qui a fait un excellent travail. Mais c'est une période très particulière. Le statut du parquet n'a pas changé. Il était question d'une réforme constitutionnelle en 2013. Il y a eu un projet assez modeste, mais enfin quand même un projet pour améliorer les conditions dans lesquelles le parquet, les procureurs seraient nommés. Ce projet a été abandonné sans que le pouvoir politique n'agisse beaucoup pour qu'il soit adopté, alors qu'on était peu de temps après l'affaire Cahuzac. Et aujourd'hui, alors? Eh bien, aujourd'hui, on revient un petit peu avant Hollande, et donc à cette vérité que le parquet a un statut qui permet l'intervention du pouvoir politique. Alors, parfois ça se voit plus que d'autres fois, mais c'est vrai que le parquet dépend hiérarchiquement du garde des Sceaux, même si depuis 2013, il ne peut pas donner des ordres particuliers dans les affaires, au moins en théorie. Le parquet dépend hiérarchiquement du garde des Sceaux, et donc il y aura toujours au moins un soupçon
sur l'action du parquet dans les affaires sensibles. Avant de parler du parquet, je veux parler de la garde des Sceaux, enfin, de Mme Belloubet. Je n'ai jamais entendu ou lu quelque chose d'elle qui montre une quelconque indépendance, quoi. Elle est vraiment la voix de la Macronie, quoi. Et plus, j'irai pas plus solidaire du gouvernement. Oui, d'accord, mais c'est carrément, on a l'impression que dans les affaires de terrorisme, dans les affaires du gilet jaune, pour prendre que ces deux cas-là, que c'est le ministère de l'Intérieur qui fait le boulot, quoi. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre l'Intérieur et la chancellerie. C'est les magistrats qui sont indépendants. Pour ce qui est du garde des Sceaux, il est toujours dans une position un peu délicate. Alors quand on est une grande figure de la vie politique comme Christiane Taubira, on peut un peu résister. Mais souvent, les gardes des Sceaux sont dans une position délicate et doivent chercher des appuis pour effectivement exister et permettre à la justice de jouer son rôle. Parce que derrière tout cela, derrière tout ce qu'on parle, la question c'est quelle justice pour notre pays, avec une institution qui porte le nom d'une valeur et un écart entre l'institution et les valeurs qu'elle représente, et quelle place pour le droit dans notre pays. Et derrière tout cela, ces questions, effectivement, sont posées avec plus ou moins d'acuité. Là, tu n'as pas ce sentiment, alors que tu ne partages pas mon... Si, j'ai vu Mme Belloubet, alors elle est bienvenue dans les tribunaux pour se rendre compte de la façon dont la justice fonctionne et des problèmes de moyens, de la justice notamment. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à la voir au moment où les Gilets jaunes étaient déférés pour appuyer le parquet et dire « vous faites très bien ». Bon, c'est... Ben là, on a le sentiment que c'est de l'abattage, quoi. Les magistrats sont réquisitionnés les week-ends, il y a des gardes à vue qui durent 48 heures. On a même poursuivi des personnes, ça ressemble à un gag, mais tu me diras si c'est vrai ou faux, parce qu'ils avaient un badge gilet jaune sur un pull ou un truc comme ça. Ça prend des proportions invraisemblables. Il y a un écart très important par rapport au rôle constitutionnel des magistrats. Les magistrats, y compris les magistrats du parquet, doivent défendre les libertés individuelles. Évidemment, faire l'équilibre entre les libertés individuelles et les atteintes au droit. Ils doivent quand même défendre les libertés individuelles et la pratique. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes pose problème. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature a communiqué lorsque est devenu public la circulaire interne où le procureur disait que certains Gilets jaunes pouvaient, même si l'enquête ne nécessitait pas, continuer à être détenu. Donc cette circulaire interne pose beaucoup de problèmes. Le communiqué du syndicat de la magistrature a été assez bien ressenti, parce que je pense qu'il y a aussi, par les magistrats, y compris les magistrats du parquet, parce que les magistrats du parquet, je dirais, ont quand même une idée généralement assez haute de leur fonction, et l'idée de servir un petit peu comme ça de courroie de transmission, de se livrer à ce genre d'exercice ne leur plaît pas du tout. Mais est-ce que toi qui es au travail tous les jours au TGI et qui est en contact avec des tas de magistrats, est-ce que tu sens une colère monter? Est-ce que tu sens une rancœur? Est-ce que tu sens qu'il y a un climat particulier en ce moment où tout passe, où les gens se disent d'une manière un peu blasée? Il y a toujours eu dans la magistrature une sorte d'amertume au regard de la place de la justice dans notre pays, de la place du droit dans notre pays et de la faiblesse des moyens. Ça, c'est constant. C'est vrai que ces événements particuliers n'ont pas amélioré les choses. Mais il est vrai aussi qu'il y a une réforme de la justice qui n'est pas extraordinairement claire, fait 109 articles, 99 pages au journal officiel, même les juristes ont de la difficulté pour le lire. Tous n'approuvent pas la fusion du tribunal de grande instance avec le tribunal d'instance. Donc tout cela fait qu'il y a une amertume, et je ne sens pas qu'elle monte particulièrement. Bon, il y a une forte amertume. Elle s'est traduite d'ailleurs par des manifestations l'année dernière, mais c'était des manifestations très cadrées, donc on n'en a pas beaucoup parlé. Mais enfin, quand on trouve 10 000 magistrats et avocats dans la rue pour protester contre un projet qui allait devenir cette loi de programmation, on peut quand même se poser la question. Oui, ça s'est essoufflé assez vite, enfin, me semble-t-il, mais peut-être... Disons, les magistrats ne peuvent rien faire eux-mêmes, si ce n'est lancer l'alerte. Et ensuite, les justiciables tirent les conséquences. Mais la question qui se pose dans les tribunaux est comparable à celle qui se pose d'une autre façon dans les hôpitaux, d'une autre façon dans les universités, d'une autre façon dans les écoles. À ceci près que, pour reprendre l'exemple des Gilets jaunes, moi je suis allé au tribunal, j'ai assisté rapidement à des audiences, j'avais l'impression d'être à une séance d'abattage, quoi. C'est-à-dire que, comment ça se passe d'ailleurs, les magistrats qui président et qui décident
décide comme ça de faire défiler des gilets jaunes. Alors, ce ne sont pas les magistrats du siège qui décident, ce sont les magistrats du parquet. Mais il y a quand même des présidents de tribunaux qui généralement, décident il y a toujours deux audiences. Alors d'abord, il y a toujours des audiences de comparution immédiate. L'audience de comparution immédiate, ce n'est pas la meilleure façon d'administrer la loi pénale. Enfin, c'est ce qui s'est pratiqué. C'est ce qui s'est pratiqué, alors, c'est ce qui se pratique toujours, c'est ce qui s'est pratiqué particulièrement avec les Gilets jaunes, puisque les audiences ont été démultipliées. Est-ce que les magistrats qui ont présidé à ces séances, ou les assesseurs pour certains, est-ce qu'ils étaient volontaires ou est-ce qu'on leur a imposé Il y a d'abord les juges naturels qui ont dans leur charge la 23e chambre avec des permanences qui sont réglées. Et lorsque les audiences sont démultipliées par 2 ou 3, effectivement, il y a un recours au volontariat. Mais ce ne sont pas forcément des magistrats répressifs qui se portent volontaires. Je dirais d'ailleurs, les résultats des audiences sont très contrastés. Effectivement, le parquet veut, audiencer le maximum, dans les limites raisonnables quand même, mais le maximum. Mais toutes les affaires n'ont pas donné lieu à des condamnations. Les condamnations n'ont pas toujours été des condamnations à des peines de prison ferme. Et parfois... il y a quand même eu des situations mais je crois que une grande injustice. Mais je crois globalement quand même que les magistrats du siège, généralement, n'oublient pas quand même que la magistrature a aussi en charge la protection des libertés individuelles, même si dans certains cas, le spectacle qui est donné pouvait être assez consternant. Mais le spectacle de la comparution immédiate est toujours assez consternant, il faut bien l'avouer. Parce que là, c'était le droit de manifester avant tout, quoi. Il n'y a pas eu de... Et il n'y a jamais de preuves. Enfin, c'est toujours la parole d'un policier contre celle d'un manifestant. Et là, on a vraiment l'impression du deux poids, deux mesures, quoi. Quand on voit les Gilets jaunes et la façon très rapide dont un certain nombre d'entre eux ont été jugés, et quand on voit le temps plus important qui est mis pour ouvrir des instructions concernant les violences policières, la justice à deux vitesses est un mot qui prend tout son sens. On en est aux Gilets jaunes. Je voudrais t'interroger sur ce que je considère comme étant une affaire d'ampleur, même si les médias en parlent peu. C'est l'incarcération de Christophe Détinger, le boxeur, qui était une figure. Il se trouve que j'ai reçu ici Antoine Peillon, que j'ai lu le dossier, qui a très peu de charges contre lui, qu'il a défendu quand même une femme à terre. Il y a des éléments à sa décharge et on a vraiment le sentiment, quand on voit la manière dont s'est comportée la justice à son égard, qu'il y a une justice complètement instrumentalisée par le pouvoir politique, parce que Détinger représentait une figure de David contre Goliath, quoi, et qu'il commençait à gagner en image et qu'il fallait absolument le faire taire, le mettre en prison, etc. Donc cette histoire est quand même très particulière. Enfin, quel est ton regard là-dessus? Alors, j'ai parcouru l'ouvrage sur le sujet. Je pense que dans ce type d'affaires, il aurait été bien mieux d'ouvrir une instruction, de saisir un juge d'instruction qui aurait pu voir l'ensemble de ce qui lui était reproché, du début à la fin, et de voir aussi son comportement du début à la fin. Là, le parti a été pris de la comparution immédiate, et la comparution immédiate, la formation n'a pas souhaité renvoyer devant une juridiction d'instruction. Je pense que compte tenu de la pression sur les magistrats, même s'ils sont indépendants, ils vivent dans un environnement, et le parquet prend des réquisitions, et la police est là présente de façon diverse. Et donc, compte tenu de cette pression, l'idée de ne pas le mettre en prison, mais en semi-liberté, je reconnais que c'est une contrainte forte que la semi-liberté, puisqu'on dort en prison et on ne peut pas, en plus, on rend son expression très difficile. Et je pense que la semi-liberté était la moins mauvaise situation moins mauvaise décision que pouvait prendre la formation de jugement à ce moment-là. D'ailleurs, je remarque que les parties n'ont pas fait appel. Ni le parquet, ni Détinger n'ont fait appel. Donc, il s'était résigné peut-être à... Il négocie, c'est la carotte et le bâton, quoi. Il ne peut pas s'exprimer, il essaie d'avoir son bracelet électronique, je ne sais pas si je crois qu'il l'a obtenu. Alors, il pourrait effectivement l'avoir, donc ça lui éviterait de... mesure. Il y a des images des images très spectaculaires. Elles sont très spectaculaires, mais il le dit lui-même. Quand il a vu la peur dans les yeux du policier, il a tapé contre un bouclier, le flic est tombé, mais c'est pas... On n'entre pas dans le détail du dossier, mais ce que je remarque, c'est qu'effectivement, il n'a pas été jugé pour être placé totalement en détention, ce qui aurait vraiment posé problème. Il a été
mis en semi-liberté et pour avoir un bracelet électronique. Mais la question est de savoir comment seront jugés les policiers, puisque maintenant on va commencer à juger ceux qui ont... Est-ce que le syndicat de la magistrature, là je parle du syndicat, est-ce que quand il y a ce type d'affaires ou d'autres, vous avez une liberté de parole? Est-ce que vous pouvez vous exprimer ou est-ce que c'est compliqué de traiter d'un dossier il nous arrive au syndicat de la magistrature de critiquer des dossiers. Nous sommes, le syndicat de la magistrature est une instance critique, et y compris critique de l'intérieur. Et par exemple, je rappelais tout à l'heure sur la circulaire du parquet concernant le traitement général des Gilets jaunes, nous avons publié cette circulaire, nous avons critiqué cette circulaire, nous avons dit que cette circulaire n'était pas conforme à la déontologie des magistrats, y compris à la déontologie des magistrats du parquet. Donc on dit le procureur de Paris est le maillon faible dans la protection des libertés. Ça, nous l'avons dit syndicalement. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, c'est possible, on l'a fait dans certains cas, mais c'est beaucoup plus difficile de dire, dans une affaire comme celle de Détinger, la justice aurait pu passer différemment. Donc on n'a pas le dossier, donc on observe ce qu'ont fait les collègues. C'est vrai, on aurait sans doute pensé qu'une instruction était meilleure, mais je veux dire, c'est pas notre rôle non plus de juger après le jugement. Et sur ce traitement des Gilets jaunes, est-ce que l'autre syndicat, l'USM, a réagi aussi? Est-ce que ça suscite un émoi dans l'ensemble de la magistrature ou est-ce que c'est cantonné au syndicat de la magistrature dont on sait qu'il a l'étiquette d'être un syndicat plutôt à gauche plutôt... Oui, mais je pense que la montée, l'explosion des statistiques ne plaît pas non plus à l'autre syndicat. Alors, il s'inquiète surtout des questions de moyens. Et c'est vrai que derrière les questions de moyens, il y a aussi la façon dont le justiciable est jugé. Que certaines audiences ont duré jusqu'à 4 heures du matin. Et ça ne plaît à personne et pas non plus au syndicat majoritaire. C'est quoi la proportion d'ailleurs entre vous et eux Eh bien, 2 tiers pour l'USM et un petit tiers pour l'ESM, avec quelques pourcents pour... Vous stagnez un peu, ça monte, comment ça se passe syndicalement? Syndicalement, on verra, puisque les élections à la commission d'avancement sont prévues pour le mois de juin. Et les élections à la commission d'avancement déterminent la représentativité des syndicats. Donc je suis assez optimiste. Au syndicat de la magistrature, c'est toujours un millier d'adhérents sur une magistrature de 8000 membres. Je voulais savoir si au syndicat de la magistrature, ou toi à titre personnel, ce que tu as pensé de la nomination par Emmanuel Macron de Rémi Hetz, le nouveau procureur de la République de Paris. Disons, le pouvoir intervient toujours d'une façon ou d'une autre dans la nomination des procureurs. Alors, parfois, on a vu sous Nicolas Sarkozy que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'était pas suivi. D'ailleurs, si Courroy a été procureur de Nanterre, c'est parce qu'à un moment, l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'était pas suivi, parce que le garde des Sceaux peut ne pas suivre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination du parquet. Là, pour la nomination de Rémi Hetz, ça s'est vu un peu plus, parce que les convenances n'ont pas été respectées. Je crois qu'il y a 7 autres candidats. Voilà, donc alors c'est sûr qu'ils étaient tous d'excellente qualité, mais le Premier ministre a dit un procureur, surtout un procureur de Paris, doit être à l'aise et en ligne avec le pouvoir. Donc, après avoir dit cela, le Premier ministre a tout dit. Ouais. Et ça pose la question fondamentale du statut du parquet, subsidiairement du statut des officiers de police judiciaire. Comment est-ce que tu analyses, là c'est dans l'actualité récente, Rémi Hetz a dit qu'il avait vu toutes les affaires qui concernaient les policiers et qu'il y aurait 7 ou 8 policiers qui seraient poursuivis. J'ai trouvé ça très, très étonnant comme déclaration. J'ai pas entendu 7 ou 8, j'ai entendu que les dossiers allaient être déférés devant, les dossiers allaient être saisis, on va saisir un juge d'instruction de ces dossiers. De 7 ou 8 dossiers, j'ai lu ça dans le Parisien, je crois. Il ne peut pas y en avoir 7 ou 8, parce qu'en réalité, les personnes qui sont blessées, qui estiment avoir subi des violences policières, susceptibles de recevoir une qualification pénale, ils portent plainte. 3 mois après, ils ont le droit de saisir un juge d'instruction. Alors simplement, ils doivent consigner pour cela, mais ceux qui ont l'aide juridictionnelle n'ont pas besoin de consigner. Donc le parquet ne peut pas empêcher cette saisie du juge d'instruction. Parce que lui a fait, ça a été interprété comme ça. Il peut l'empêcher pendant 3 mois. Et tu as vu l'information dans les médias. J'ai vu tout à fait.
j'ai pensé qu'effectivement, il aurait pu se dispenser de donner cette information s'il avait normalement saisi au fur et à mesure que les plaintes lui parvenaient, que les preuves éventuellement lui parvenaient, saisir un juge d'instruction, au cas par cas, qu'il a attendu 3 mois en enquête préliminaire pour saisir le juge d'instruction. Et donc aujourd'hui, il communique. Je dis, à la limite, tant mieux, parce que c'est vrai qu'à un certain moment, on pouvait vraiment se poser la question de savoir si la justice était à la hauteur. Donc, elle sera un petit peu en retard, mais quand même à la hauteur, on peut l'espérer, sur ces dossiers, et il n'y en aura pas que 6 ou 7. Il y a plus de 500 personnes qui sont concernées. Il y a une bonne centaine de dossiers pour lesquels l'enquête est aujourd'hui terminée. Donc il pourra y avoir effectivement des saisies du tribunal correctionnel, peut-être même, si les juges d'instruction le décident, des saisies de cour d'assises. Non, mais on a l'impression que c'est de la com, quoi, qu'il était un peu contraint de le faire et que comme jusqu'à présent le pouvoir et la justice surtout n'avaient montré aucun signe de mansuétude à l'égard des Gilets jaunes, et c'est la première fois ils se sont dit, ils sont vraiment coincés, donc il faut qu'ils envoient un signe. D'abord, du point de vue de la procédure, ils ne pouvaient plus continuer en enquête préliminaire, très difficilement. Et ensuite, c'est vrai que l'opinion internationale s'inquiète. Le syndicat de la magistrature assistait à la commission consultative des droits de l'homme il y a 15 jours à l'audition du rapporteur de l'ONU concernant les droits de l'homme, et le rapporteur de l'ONU, qui avait reçu les réponses du gouvernement du type « circuler, il n'y a rien à voir », le rapporteur de l'ONU s'était inquiété du déni et s'était inquiété de l'absence de réponse sujet dans un état de droit. Donc tout ceci participe aussi, je pense, de ce mouvement et de cette communication. Donc ce n'est pas que de la com, mais c'est vrai qu'il a éprouvé la nécessité de communiquer sur le sujet. Alors, autre secteur, ou en tout cas sujet dans l'appareil judiciaire qui continue à m'étonner et à me surprendre quant à l'attitude là du parquet et de la justice, c'est les problèmes de terrorisme. Les peines invraisemblables, à mon sens toujours, qui sont réclamées par le parquet et parfois qui sont données à la 16e chambre ou à d'autres dans toutes ces affaires pour lesquelles il y a souvent des preuves qui sont très ténues. Les avocats que j'ai interrogés, je viens de faire un documentaire là-dessus, c'est pour ça que je connais la question. Moi, je connais moins la question, mais ce que je peux dire, c'est qu'un parquet antiterroriste sera mis en place. D'ailleurs, le procureur national antiterroriste vient d'être nommé. Oui, lui aussi par le pouvoir politique. Et alors, voilà. Mais enfin, lui a vraiment travaillé sur les questions de terrorisme avec d'autres, c'est vrai, mais il fait partie de ceux qui ont eu cette légitimité d'avoir travaillé, et beaucoup travaillé sur les questions de terrorisme depuis pas mal d'années. Et donc, il y aura peut-être une culture, une réflexion sur le sujet que ne permet pas forcément la cellule qui aujourd'hui traite au parquet de Paris. Et là, quand on écoute les avocats... Mais c'est vrai que, oui, alors, quand on écoute les avocats... Oui, voilà, mais justement, mais comme tu es magistrat, sur ce débat-là, entre ces avocats qui ont vraiment l'impression que c'est de l'abattage aussi, qu'il n'y a pas beaucoup de discernement, et que les peines, quand même, grimpent depuis 10 années, des personnes qui étaient condamnées à 1 an ou 2, même après les attentats, même après 2015, il y avait des peines qui étaient de 3 ans pour des suspicions de djihadisme ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est des 7 ans, 8 ans, 9 ans requis, et des peines souvent très lourdes, quoi. Enfin, il y a un durcissement qui... C'est vrai que nous sortons à peine, d'ailleurs, d'une période très, très lourde en matière de terrorisme, et que ceci a imprimé les esprits, et y compris les esprits de ceux qui jugent. Donc, de ce point de vue... je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel, même si au cas par cas, on peut effectivement se poser des questions. Et vous, au syndicat de la magistrature, ce n'est pas un sujet qui fait débat Non, on s'était posé la question de savoir s'il est pertinent d'avoir un parquet national antiterroriste. Si pour toutes les affaires, est-ce que toutes les affaires de terrorisme doivent monter à Paris, alors que des affaires correctionnelles pourraient être jugées, par exemple, par les juridictions interrégionales spécialisées, qui font déjà du crime organisé et qui pourraient éventuellement... Donc c'est un débat qu'on a eu. Finalement, ce débat a été tranché, tout est à Paris, et tout sera jugé à Paris. Et là, quelle est ta position, ou quelle est la position de ton syndicat sur le fait que des Français soient condamnés à mort en ce moment dans des pays étrangers? Le syndicat n'a pas encore pris de position sur ce sujet. Mais toi, tu en penses quoi? C'est, je veux dire, quelque chose de difficile. D'abord, effectivement, on est contre la peine de mort en France.
on a signé toutes les conventions sur ce sujet. Et en même temps, ces gens, sans doute, ont abandonné dans leur esprit la nationalité française au moment où ils rejoignaient l'État islamique, à ceci près que, comme nous n'avons jamais reconnu l'État islamique, ils n'ont pas pu prendre une autre nationalité. Et donc, qu'ils soient jugés sur le lieu de leur crime ne me pose pas de problème essentiel, à cette nuance près que, effectivement, la peine de mort pose un vrai problème de principe. Et donc, comment on solutionne on les rapatrie ou pas? Non, on essaie par des voies diplomatiques de faire en sorte que la peine de mort prononcée ne soit pas exécutée. Et si elle l'est quand même? Eh bien, je pense que compte tenu des rapports de force et des rapports diplomatiques, il y aura une protestation diplomatique plus ou moins élevée, mais je conçois que ce ne soit pas forcément satisfaisant. Non, mais comment vous travaillez au syndicat de la magistrature sur ces questions de fond? Parce que j'imagine que je précise quand même que j'étais au bureau du syndicat de la magistrature pendant un certain temps, jusqu'en 2004, qu'aujourd'hui je suis très attentivement à la façon dont les choses se passent, mais je ne suis plus dans les organes dirigeants du syndicat de la magistrature. Mais comment ça se passe quand on est militant du syndicat de la magistrature, on paye son adhésion, etc. Est-ce qu'il y a des réunions régulières? Est-ce que vous traitez de sujets de fond? Est-ce qu'il y a des débats entre vous? Voilà, quelle est la ligne du syndicat? Bien sûr, chaque réunion de section est l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets. Bon, là, à la section de Paris, on a beaucoup abordé le sujet du contrat de partenariat avec Bouygues. Et nous avons obtenu d'ailleurs que l'ACADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs, donne l'accès à ce contrat de partenariat avec quelques nuances, puisqu'il y a des affaires qui sont... Tu peux expliquer un peu les liens entre Bouygues et la construction du tribunal, le loyer qui est payé Le tribunal n'appartient pas à l'État pendant 30 ans. Donc c'est un partenariat public-privé. Donc c'est Bouygues qui l'a construit, comme d'autres immeubles, mais c'est Bouygues aussi qui l'a financé. Et en même temps, c'est une société créée par Bouygues qui s'appelle Arelia, qui gère le tribunal. Et donc, chaque fois qu'il faut changer la configuration d'une salle d'audience, qu'il faut modifier quelque chose, il faut faire un appel à cette société avec l'autorisation du ministère de la Justice pour engager les fonds. Et donc, effectivement, ça fait partie des choses que la Cour des comptes devra examiner dans quelque temps. Elle a jusqu'à présent eu un avis plutôt négatif sur la façon dont les bruits qui circulent, c'est affolant. Les partenariats publics-privés ont fonctionné pour les prisons, et des rapports effectivement très critiques. Et on verra ce que dira la Cour des comptes sur la façon dont le partenariat public-privé fonctionne pour le tribunal de grande instance. Je suis sûr qu'il y aura une enquête des magistrats financiers sur le sujet. Il faut que tu enlèves ta casquette SM et que tu mettes la casquette Anticor, puisqu'il va falloir qu'Anticor s'intéresse à ça, non? Je ne pense pas qu'il y ait de corruption sur ce sujet. Qu'en revanche, sur les marchés du Grand Paris, c'est un sujet très différent. Là, on a dépassé de 13 milliards le montant prévu, et qu'il y ait sur ces sujets, non pas de la corruption, mais du favoritisme, donc un octroi d'avantages injustifiés à certains, est plus probable. Mais l'enquête est pour actuellement... Pour l'instant, l'enquête, on est où? Nous avons fait en sorte que le parquet national financier ait toutes les informations. Je reconnais que c'est complexe parce qu'il y a un grand nombre de marchés, il y a quelques marchés sur lesquels il y a des soupçons particuliers. Il appartiendra effectivement au parquet national financier, éventuellement à un juge d'instruction, de dire ce qu'il en est. Je voudrais qu'on parle un peu d'Anticor. Alors, Anticor, c'est né il y a combien de temps? Anticor est né en 2002, a subi beaucoup de transformations, et je dirais aujourd'hui, Anticor va bien. Nous avons combien vous avez 3000 membres. Nous avons, dans toute la France, il y a des comités. Dans toute la France, nous avons 61 groupes locaux. Nous avons une cinquantaine d'affaires que nous suivons dans notre portefeuille, mais une quinzaine seulement où nous sommes constitués partie civile. Donc nous sommes moteurs de l'action publique. Sinon, nous avons signalé des affaires, alors des affaires importantes et emblématiques, puis d'autres affaires moins importantes, parce que nous pensons qu'il y a aussi des problèmes locaux et que dans un petit village, quand le maire prend tout dans sa poche, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Nous avons des affaires de tous ordres, et c'est l'avantage d'avoir des groupes locaux qui donnent l'alerte ou qui peuvent éventuellement soutenir des lanceurs d'alerte dans les régions. Nous avons effectivement parfois des affaires importantes, locales, comme les affaires corses,
L'affaire de la fraude aux primes agricoles corse est une affaire importante, qui à mon avis dépasse la Corse. Puis nous avons des universités qui se présentent comme des universités populaires, mais qui sont pour nous une occasion d'échanger avec des universitaires une fois par an. La prochaine aura lieu à Nantes et ce sont des moments importants. Nous avons la remise des prix éthiques anticorps, et c'est un moment festif et toujours important pour nous aussi. Donc en réalité, la seule chose qui ne fonctionne pas très bien, mais ce n'est pas de notre fait, c'est la possibilité pour les autorités politiques et pour le législateur d'accepter notre plaidoyer. Parce que nous avons un certain nombre de propositions, pensons, qui pourraient améliorer la situation, qui pourraient faire en sorte que la corruption soit au moins endiguée. Et aujourd'hui, ce plaidoyer n'est plus du tout pris en considération. La ministre de la Justice, lorsqu'elle a réuni à l'occasion du grand débat des associations, a trouvé le moyen de n'accueillir ni Anticorps, ni Sherpa, ni même la Ligue des droits de l'homme. Alors, des associations très respectables ont été reçues, mais les associations trop critiques n'étaient peut-être pas les bienvenues. Tout à l'heure, on parlait du livre de Juan Branco, que tu me disais que tu avais lu, Crépuscule. Il a une phrase qui met en exergue, qui dit, en parlant on va dire, de l'entourage d'Emmanuel Macron, des ministres, des oligarques qui l'ont placé, selon Juan Branco, au pouvoir, et il dit ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Avec le sous-entendu qui est qu'aujourd'hui, depuis que Emmanuel Macron est président, il y a comme une sorte un climat où on a l'impression que l'argent a pris le pouvoir sur de nombreux choix et sur de nombreuses choses. Est-ce que tu as ce sentiment aussi? Est-ce qu'à Anticorps, vous sentez monter des choses? Oui, le problème est la corruption systémique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avions des personnalités emblématiques qui était symbolique d'une certaine dérive, d'une certaine corruption qu'on pouvait dénoncer, juger, en pensant que l'exemple de leur jugement aurait un intérêt. Là, on a quelque chose de plus systémique. Mais je prends l'exemple très particulier du financement des partis politiques. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on s'est intéressé sur la façon dont on fraudait ce financement parti politique, considérant que l'architecture était une architecture convenable, puisque effectivement on a une limitation dans les dons, on a une limitation, on n'a pas la possibilité pour les personnes morales de cotiser, etc. Mais Julia Cagé, que j'approuve totalement, nous dit que même si on respectait toutes ces règles, le système serait corruptif en lui-même, en ce sens que seul un petit nombre peut cotiser au maximum des 7 500 € pour un parti. Parfois un couple, 7 500 € x 2, sur une campagne électorale qui dure 2 ans, donc 7 500 € x 2 x 2, plus 4 600 € pour les candidats. Donc en réalité, un très petit nombre finance les candidats, et particulièrement les candidats de droite. Et donc, évidemment, alors c'est pas de la corruption au sens légal du terme, mais c'est une influence. Parce qu'elle considère que, effectivement, quand il y a un tout petit nombre, un premier cercle qui finance des candidats qui obtiennent le pouvoir, ces candidats sont d'une façon ou d'une autre redevables à leur financement. Et donc voilà, on a un exemple de corruption systémique. Donc même si tout va bien, le système lui-même ne va pas. Pour Aéroports de Paris, Anticorps s'est associé à la porte étroite, donc la possibilité de donner au Conseil constitutionnel un avis sur le sujet. Nous n'avons pas été suivis, c'est un autre sujet, mais nous avons fait cette porte étroite et lorsqu'on a... Tu peux expliquer La porte étroite, c'est, disons, nous ne sommes pas partis au débat devant le Conseil constitutionnel sur un projet de loi. C'est entre les députés, les parlementaires qui saisissent le Conseil constitutionnel et le gouvernement qui soutient le projet de loi. Ce qui pose un autre problème, mais c'est le gouvernement qui soutient le projet de loi. Donc nous ne sommes pas partis. En revanche, nous pouvons, comme tout un chacun, adresser au Conseil constitutionnel un avis. Alors là, on avait un avis qui était très travaillé, qui était signé par plusieurs associations, par un certain nombre de personnes, dont j'en faisais partie. Et je veux dire que lorsque j'ai réfléchi à ce sujet, je me suis vraiment posé la question de l'irrationalité économique de ce choix consistant à privatiser Aéroports de Paris pour créer un fonds lui-même destiné à financer des investissements de rupture. Après tout, Aéroports de Paris permet de recueillir pas mal d'argent et on aurait pu garder Aéroports de Paris dans le giron de l'État en affectant les dividendes
d'aéroports de Paris au financement d'investissements de rupture. Donc il y a une irrationalité économique. Alors peut-être y aura-t-il un chapitre supplémentaire à écrire pour les prédateurs pour expliquer cette irrationalité économique. Et donc là je dis, il n'y a pas de corruption structurelle, mais enfin il y a quand même des choses qui ne sont pas normales. De même, nous avons à Anticor saisi le parquet, mais comme c'était sur le chef de corruption, de détournement de l'argent public par négligence, nous n'avons pas la possibilité de mettre en œuvre l'action publique. Nous sommes limités par le code de procédure pénale à un certain nombre d'infractions. Enfin, nous avons saisi le parquet de cette information concernant la vente des actions d'Alstom, au moment où il était question d'une fusion entre Siemens et Alstom. L'État avait la possibilité de lever une option sur ces actions. C'est un peu compliqué, mais en gros, si l'État avait pris cette décision, ça aurait rapporté 350 millions. L'État a choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Il y a là quelque chose qui nous échappe, mais on sent que même si on ne peut pas caractériser, on ne peut pas qualifier juridiquement cela pour l'instant, il y a un vrai problème et que ça pourrait, le cas échéant, si on enquêtait au fond, peut-être recevoir la qualification pénale dont je parlais à l'instant, détournement de fonds publics par négligence. J'ai un autre exemple que je trouve c'est encore un flagrant délit on va dire d'absence de courage politique pour le moins, c'est dans l'affaire Kerviel l'implication de la Société Générale. On a vu que la Cour d'appel avait responsabilisé la Société Générale et qu'il y avait une dette fiscale en gros de 2,2 milliards, ce qui n'est quand même pas rien, avec des directives. On a reçu ici Christian Ecker qui nous l'a expliqué, et ça fait plus de 2 ans maintenant et il ne se passe rien. Est-ce que vous, au syndicat de la magistrature ou à Anticor, enfin, vous avez des informations là-dessus? Pourquoi silence? Pourquoi cette absence de toute action alors que c'est de l'argent public? Bien, à Anticor, nous avons interpellé l'année dernière M. Darmanin pour lui demander un peu de transparence sur le sujet. Il nous a opposé le secret bancaire. Pour l'instant, je crois qu'il y a un écologiste un peu spécialiste du sujet qui essaye de faire en sorte... de Grenoble? Voilà, mais effectivement, il y a là quelque chose qui n'est pas satisfaisant. On ne va pas au fond des choses, alors qu'on pourrait y aller. Et c'est vrai aussi que le parquet financier est aujourd'hui saturé. Il y a un référé de la Cour des comptes au début du mois précédent, au début avril, référé de la Cour des comptes qui dit « Les juridictions interrégionales spécialisées qui traitent à la fois des affaires financières et du crime organisé sont saturées, le parquet financier est saturé, la moyenne des affaires qu'ils ont calculées sur un échantillon significatif dans la Cour d'appel de Versailles, qui comprend notamment Nanterre, où il y a beaucoup d'affaires financières, c'est 6 ans, que pour un cinquième des affaires économiques et financières, pas forcément des affaires politiques, des affaires économiques un peu complexes, pour un cinquième des affaires, c'est 8 ans. On a eu un rapport de l'Assemblée nationale d'évaluation des politiques publiques sur la façon dont on luttait contre la délinquance financière qui dit on est dans une situation qui est vraiment problématique. On a une segmentation des services, on a une insuffisance de moyens. Donc à la fois, il y a une insuffisance de moyens concernant la justice, mais on a aussi une grande insuffisance des moyens pour lutter contre la délinquance économique et financière. Et donc, si on ne va pas au fond des choses, ça s'explique aussi parfois par des priorités. Il y a des affaires où, effectivement, il faut investir plus d'énergie que d'autres. Et ces affaires-là, effectivement, sont parfois négligées, alors que si les moyens étaient satisfaisants. C'est paradoxal parce que la justice financière permet de gagner beaucoup d'argent, fait rentrer beaucoup d'argent pour l'État. Je ne sais pas si la condamnation de 3,7 milliards d'euros concernant UBS sera confirmée en appel, mais même si on a une condamnation moindre en appel, ce sera quelque chose de considérable que rapportera l'État, en tout cas bien plus considérable que les salaires des magistrats et des policiers qui travaillent sur le sujet. Mais, et tu penses qu'il y a une volonté politique pour ne pas aider, en tout cas, le parquet financier, pour faire en sorte que ces affaires stagnent? Depuis que je traite ces questions, enfin que je m'interroge sur ces questions de corruption, depuis le que sais-je que j'ai fait paraître à la fin des années 90 sur le sujet, j'ai longtemps espéré que finalement la révélation
de toutes ces affaires, à un moment, ferait qu'une volonté politique surgirait. Et cette volonté politique ne surgit jamais. Il y a eu la création du parquet national financier, qui était une bonne chose, mais le parquet national financier, au départ, devait comprendre 23 magistrats. Je ne sais pas comment c'était calculé, mais c'était 23 magistrats. Aujourd'hui, ils ne sont que 18, et longtemps, ils ont été 15. Et le parquet national financier, c'est qu'une partie des affaires économiques et financières. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je ne crois plus tellement à cette possibilité d'une volonté politique. Je me demande même, notamment à la lecture du référé de la Cour des comptes, notamment à la lecture du rapport de l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas une volonté politique de faire en sorte que la justice est un moyen limité. Parce que la justice, elle gêne quand même un peu, maintenant que au moins les magistrats du siège sont indépendants, maintenant que certaines associations peuvent lancer l'action publique, elle gêne. D'ailleurs, elle gêne tellement que pour des moyens obscurs qui ne nous appartient pas de développer aujourd'hui, mais Sherpa n'a pas encore obtenu le renouvellement de son agrément. Mais c'est vrai que Sherpa... parce qu'on n'a pas encore parlé de Sherpa, et dans l'affaire Lafarge, a recueilli des preuves... dans l'affaire Lafarge, donc le financement par Daesh du cimentier, a recueilli des preuves dans l'affaire de la construction par Vinci d'un stade olympique au football au Qatar. Tu peux expliquer ce qu'est Sherpa? Alors, Sherpa est une association qui est contemporaine d'Anticor, mais qui traite essentiellement des questions internationales, même si ce qui se passe sur les territoires français ne nous est pas étranger, et à deux piliers, la lutte contre les flux financiers illicites, d'une part, et la responsabilité sociale et environnementale, d'autre part. Et donc, sur les flux financiers illicites, j'indiquais quelques actions de Sherpa. Sur la responsabilité sociale et environnementale, c'est à Sherpa qu'on doit, par un plaidoyer qui a été écouté à l'époque et repris à l'époque, la loi sur la vigilance des sociétés mères du fait de leurs filiales. C'est une idée qui est venue à Sherpa après l'effondrement du Rasa d'un immeuble à Rana Plaza au Bangladesh, avec 1000 morts. Il y avait des sous-traitants et des intérêts français à l'intérieur. On s'est dit, il faut que les sociétés mères ne puissent pas dire il y a des écrans parce que ce sont des entités particulières avec lesquelles je traite, et qu'on puisse faire remonter la responsabilité jusqu'au sommet. Donc Sherpa est à l'origine de cela. Et alors Sherpa, donc, qui était, on va dire, accrédité pour se constituer. Il y a 3 associations qui sont pour l'instant agréées, donc il y a la possibilité de se constituer partie civile dans les affaires. Il y a Anticor, il y a Transparency International, auquel on doit l'affaire des biens mal acquis, notamment avec Sherpa, et puis il y a Sherpa. Et là, Sherpa, on ne lui accorde pas cette année Alors, la question est en cours. Effectivement, si au terme d'un certain nombre de délais, cette autorisation n'est pas accordée, il faudra aller la demander au tribunal administratif. Mais qui décide? Ça, c'est le problème. C'est le ministre de la Justice qui décide si les associations sont ou non agréées. Et là, nous aurions souhaité que ce soit une autorité administrative indépendante, mais c'est le ministre de la Justice. Et donc, c'est vrai que comme ces associations sont critiques, parce qu'en réalité, elles font quelque chose que le parquet aurait dû faire, mais qui ne fait pas pour plein de raisons qu'on a vues à l'instant. Donc, si les associations sont critiques, elles gênent quelque part le pouvoir, donc elles ne sont pas forcément les bienvenues. Alors là, ça veut dire que Sherpa, qui a été agréé toutes ces années, depuis combien de temps vous êtes agréé? Depuis 2014, puisque la loi date de 2013. Cette année, pour la première fois, pour l'instant, vous n'avez pas la... Oui, puisque cette accréditation, cet agrément vaut pour 3 ans, il doit être renouvelé tous les 3 ans. Il doit être renouvelé par le ministre de la Justice, sous le contrôle du juge administratif, évidemment, mais renouvelé par le ministre de la Justice. Ensuite, on pourra demander au juge administratif, mais ça durera un certain temps durant lequel on ne pourra pas se constituer. Alors là, on lance un cri à Nicole Belloubet si elle nous écoute. Il paraît qu'elle est fan de l'émission, donc elle regarde. Dans ce cas-là, je suis pas sûr. Elle pourra voir. Non, mais c'est incroyable qu'il ne vous l'accorde pas. Mais j'ai l'impression que tous les scandales passent en ce moment, que ça va. Mais ça suscitera un gros émoi quand même, que Sherpa n'ait pas l'agrément. On verra. T'es inquiet un peu? Oui, enfin, les choses ne sont pas évidentes, mais disons, tant qu'il y a de l'espoir, l'espoir fait vivre. On a des retours ici de magistrats, de greffiers, de tribunaux qui nous écrivent et tout. J'ai l'impression que financièrement, en tout cas, il y a des endroits où ça se durcit, outre-mer par exemple, à La Réunion, en Martinique, les moyens aux tribunaux, il n'y a plus de greffiers. Sur les moyens, c'est assez simple, on a des éléments objectifs.
puisque maintenant, il y a la Commission pour l'efficacité de la justice dans le cadre du Conseil de l'Europe qui publie chaque année des chiffres. Et j'ai sorti ces chiffres dans la perspective de notre entretien. Et en 2016, le système judiciaire en France, c'est 65 € par habitant. En Allemagne, c'est 121 €. Pour ce qui est du nombre de juges professionnels par habitant, en France, 10,4, en Allemagne, 24. Ils ne font pas tout à fait le même travail, mais ils sont 24 en français. Et pour les procureurs, on pourra dire que les procureurs en France sont très efficaces, mais il y a 3 procureurs pour 100 000 habitants, alors qu'en Allemagne, il y a 7 procureurs pour 100 000 habitants. On a une baisse de 3 000 personnes des effectifs de la DGFiP, qui était... C'est quoi la DGFiP ? Qui était consacrée de la Direction Générale des Finances Publiques, qui avait en charge la lutte contre la fraude fiscale. On pensait que ceux qui restent sont plus efficaces, mais on a une baisse du nombre de fonctionnaires spécialisés. Et je parlais tout à l'heure du rapport parlementaire de l'Assemblée nationale. Les effectifs policiers, mais aussi leur répartition, est très, très problématique. Donc tout, effectivement, dans la justice, pose beaucoup de problèmes. Ça se paupérise. Pas seulement, il y a une paupérisation qui est une paupérisation endémique, qui est endémique, mais qui aujourd'hui rejoint celle des hôpitaux, des universités, donc du service public. C'est le vrai sujet. Effectivement, pour la santé, il s'est trouvé que dans le cadre d'un stage, j'ai eu l'occasion de visiter des services d'urgence. Effectivement, les urgences fonctionnent, mais avec les gens des brassards pour signifier qu'ils sont en grève. Donc, ils sont pas contents du tout. Il y a une grève possible dans les tribunaux, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agacements qui remontent. Il y a vraiment des endroits où il y a des embouteillages où ça ne peut plus juger, quoi. Parce que quand on n'a pas de greffier, on peut pas remplacer un greffier. Enfin, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Enfin, c'est normal qu'un greffier prenne les notes d'audience. Le greffier n'est pas seulement là pour prendre des notes, il est là pour authentifier la façon dont les choses se passent. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de tribunaux où les choses se passent mal. Donc oui, la grève est possible. C'est un sujet débattu, mais au syndicat de la magistrature, nous avons obtenu une reconnaissance de fait du droit de grève. Donc en réalité, on peut faire grève sous réserve que il n'y ait pas des gens qui restent en détention alors qu'ils devraient être libérés, sous réserve de ne pas libérer des gens dangereux qui devraient être placés en détention. Donc il y a forcément une sorte de service minimum. Sinon la grève est possible, mais ensuite, encore faut-il que la grève soit entendue. Je me souviens de la grève de la SNCF sur la privatisation. Voilà une grève qui était relativement dure, qui a duré un certain temps, qui n'a pas été entendue. Et donc, si aujourd'hui on ne fait pas grève, c'est parce que c'est pas parce que nous sommes heureux, c'est parce que nous avons des raisons de penser que, pas plus que les autres, nous serons entendus. Parce qu'en réalité, le sujet n'est pas d'obtenir un rapport de force ponctuel, le sujet, c'est l'architecture des pouvoirs. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, à Anticor, on se préoccupe beaucoup de la prochaine réforme de la Constitution. C'est la raison pour laquelle, à Anticor, nous avons, pour des raisons propres à l'association, rejoint un certain nombre qui aujourd'hui défendent le référendum d'initiative citoyenne. Cette réforme de la Constitution, quels sont ce que cherche le pouvoir en la réformant, et tes inquiétudes ou les inquiétudes d'Anticor là-dessus? Alors, les inquiétudes, ce que cherche le pouvoir, c'est lui qui le dira. L'interprétation que tu en fais, alors, tu connais bien. C'est un sujet compliqué, donc c'est un sujet compliqué de synthétiser. Pour l'instant, on n'a pas encore l'intégralité du sujet. On peut raisonnablement espérer qu'il y ait un consensus sur la suppression de la Cour de justice de la République, qui juge les ministres, qui est un privilège de juridiction, qui est archaïque. Il est question de réduire le nombre des députés, ce qui est plus problématique, mais qui ne pose pas de questions en matière de corruption. Et puis, les inquiétudes d'Anticor, c'est qu'en réalité, par exemple, la réforme constitutionnelle concernant la justice, et notamment cette réforme constitutionnelle sur la nomination des procureurs de la République, qui fait l'objet d'un projet qui a été déposé en 2013, cette réforme passe à la trappe, qu'on ne parle pas de cela. Par exemple, le référendum, c'est un sujet. Nous ne faisons pas énormément d'illusions sur le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris, enfin plus exactement pour déclarer Aéroports de Paris service public national, mais c'est un enjeu. Je veux dire, il y aura peut-être suffisamment de monde qui se mobilisera là-dessus. C'est quoi l'échéance de cette... Alors, d'abord, il faut que le gouvernement prenne une décision pour ouvrir le recueil des signatures.
Après quoi, il y a 6 mois pour le recueil des signatures. S'il y a 4,6 millions de signatures réunies, il y a la possibilité, enfin le devoir en principe pour les assemblées de se prononcer. C'est seulement si les assemblées ne se prononcent pas qu'un référendum aura lieu sur la question du service public national que constitue Aéroports de Paris. Donc on a un sujet qui est, enfin je veux dire, une façon de recourir au référendum d'initiative citoyenne qui n'est absolument pas satisfaisante. Puisque en réalité, jamais les citoyens n'ont la main, même si ce n'est pas insignifiant qu'ils se réunissent à 4,6 millions éventuellement sur le sujet. Mais jamais les citoyens n'ont la main. Or, un certain nombre de sujets aujourd'hui ne peuvent passer que si les citoyens ont la main, parce que il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs. Il n'y a pas d'architecture des pouvoirs qui permettent un équilibre. On part d'un gouvernement très faible au début de la Ve République. 4e République, un gouvernement faible, donc on a un système majoritaire qui permet de stabiliser le gouvernement, puis on a l'élection du président de la République au suffrage universel qui fait qu'on a un gouvernement surpuissant, un exécutif surpuissant. Et un législatif, traditionnellement, d'ailleurs de l'époque gaulliste, on disait godillot. Et donc, comment faire en sorte qu'on sorte de cette impasse dans un contexte où un certain nombre ne souhaitent pas sortir de la Ve République? Comment faire en sorte qu'on équilibre les pouvoirs? Et une façon d'équilibrer les pouvoirs sans se substituer à la démocratie représentative et de dire il faut donner l'occasion aux citoyens de prendre l'initiative de référendum. C'est ce qui a été fait en Italie pour abroger les lois dites d'empêchement légitime qui permettaient à Berlusconi de ne pas déférer devant la justice. C'est ce qui se fait tous les 2 ans aux États-Unis où en même temps qu'ils élisent leurs représentants, il y a une liste de questions qui ont recueilli un certain nombre de soutiens et sur lesquelles les citoyens sont appelés à se prononcer. Donc ce n'est pas quelque chose de subversif, pas du tout. C'est une façon normale dont la démocratie peut fonctionner. Je ne parle pas de la Suisse. On n'est pas en délibération permanente. Ça peut être... Et actuellement, ça pose un problème, puisqu'Édouard Philippe était assez fâché de la façon dont les choses se présentaient pour Aéroports de Paris. Et alors que le président de la République a promis d'élargir au moins le référendum local et le référendum d'initiative partagée, il est possible que cette proposition soit minimisée. Personnellement, je serais assez favorable à un référendum pour envoyer, pour ouvrir une information sur Castaner et sur sa responsabilité dans les tirs policiers. C'est peut-être pas dans l'objet du référendum, mais c'est une question plus vaste. Mais tu la trouves idiote, ma question? Non, elle est, je veux dire... Elle se posera peut-être à un moment, lorsque les juges d'instruction auront regardé la façon dont un certain nombre de manifestations ont eu lieu, auront regardé les ordres donnés, les directives données ou pas données. Et là, la question pourra se poser, au jour où nous parlons, c'est un peu difficile, d'autant plus que l'environnement n'est pas favorable à ce type d'investigation. Monsieur Nunez, qui fanfaronne... J'ai vu qu'il n'exprimait pas de regret. Il ne regrette rien. C'est son problème. Ensuite, il y aura effectivement peut-être des responsabilités. Je veux dire, parfois, il y a un aléa judiciaire. Et cet aléa judiciaire, il vaut aussi pour ceux qui peuvent se voir imputer ce type de situation. Mais encore une fois, pour aujourd'hui, l'environnement n'est pas... Restons vigilants, mais... Voilà. Mais ce n'est pas du tout une question idiote. Et peut-être qu'avec la suppression de la Cour de justice de la République, si jamais il y avait un jugement, ce jugement se ferait dans les conditions du droit commun. Il faut se constituer partie civile, aller au pénal... Non, et pour les ministres, pour l'instant, il n'y a même pas de constitution de partie civile possible. Non. Il faut convaincre le procureur général de la Cour de cassation de l'existence d'une infraction. Alors, évidemment, une personne peut écrire au procureur général de la Cour de cassation et je pense que ce serait plus crédible qu'un juge d'instruction, après avoir conduit l'ensemble de ses investigations, conclue à la possibilité ou à la nécessité d'investiguer sur la responsabilité ministérielle, et dans ce cas, il transmet son dossier au procureur général de la Cour de cassation. Pour l'instant, il y a une commission spéciale à la Cour de cassation qui instruit ce genre d'affaires. Je voudrais savoir ce que le magistrat et le vice-président d'Anticor pensent des informations qui sont sorties la semaine dernière sur le fait que Nicolas Sarkozy échapperait à un procès dans ce qu'on appelle les affaires Kadhafi. Alors c'est un dossier qui est bien documenté par Fabrice Arfi, mais une chose est l'investigation journalistique qui est très importante, c'en est une autre que l'investigation judiciaire. Moi je ne connais pas ce dossier, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de preuves suffisantes
pour établir le lien. Bon, il est mis en examen pour l'instant, mais cette mise en examen, je veux dire, ne préjudicie pas la présomption d'innocence. Et sur ce dossier, l'affaire pourrait se solder par un non-lieu. Mais encore une fois, je ne connais rien du dossier. J'ai juste, effectivement, capté cette information qui est sortie la semaine dernière. Il y a une formidable bande dessinée qui est, je ne sais pas si tu en as entendu parler, faite, Fabrice Arfi et d'autres, c'est plein de journalistes qui l'ont faite. Elle est accablante sur le rôle de Sarkozy dans tout ça. Quoi. Fois, il y a des écoutes téléphoniques, il y a des charges qui sont très lourdes. Quoi. Donc on ne comprend pas, enfin le lecteur que je suis, rien que... Je connais un peu le dossier, j'ai lu les articles et tout, mais rien, la lecture de cette BD, on se dit d'abord si c'est faux, pourquoi n'est-elle pas attaquée en diffamation? C'est toujours le. Donc, cette bande dessinée est incroyable. Une chose est une BD, une autre chose est un dossier d'instruction. Oui, non, mais une chose est l'excellent ouvrage de Fabrice sur des PV, elle repose sur le travail de journalistes, pas seulement celui d'Arfi. Il y a plein de journalistes qui ont travaillé là-dessus. C'est accablant, quoi. Enfin, il y a des. Je t'invite à la lire. Je la lirai avec intérêt. Et si vraiment il s'en sort sur ce coup-là, tant mieux pour lui, mais c'est un scandale, enfin, à mes yeux, de lecteurs et de citoyens attentifs, quoi. Il y a Romain l'affaire Big Bagnon sur laquelle il sera jugé. On espère. Alors, et il y a aussi il sera jugé. Pour l'instant, présomption d'innocence, il ne sera pas forcément condamné, mais il sera jugé. C'est dans Big Bagnon qu'il y a la tentative de corruption du magistrat de Monaco. C'est une affaire connexe. C'est une affaire totalement. Non, c'est une affaire différente. C'est une affaire différente. Cette affaire-là aussi devrait être jugée, mais je dis Big Bagnon sera jugé parce qu'il y avait un obstacle constitutionnel. Sur le sujet, le Conseil constitutionnel a levé l'obstacle en considérant qu'il n'y avait pas une double sanction, parce qu'il a déjà payé du fait voilà. Donc il a déjà payé, mais on considère que... Mais il y en a un qui se passe un mauvais moment en ce moment, il a mis du temps, c'est Balkany, quoi. Là, la justice a été lente, mais... Alors, elle a été très lente, puisque quand on lit le dossier d'information, on a... en fait, d'un comportement qui remonte au début des années 80. Alors, il y a des affaires qui ne sont pas, je veux dire, qualifiées pénalement parce qu'elles sont prescrites, mais l'instruction fait effectivement ce tableau. Effectivement, les meilleures choses ont une fin, et ça vaut pour Balkany aussi. Ouais. Je voudrais savoir mais ça pose aussi la question du clientélisme, qui n'est pas uniquement la question de Balkany, qui est la question dont un certain nombre de citoyens peuvent abandonner leur rôle de citoyen et se laisser d'une certaine façon corrompre eux-mêmes en se résignant à la corruption. Le rapport des Français à la corruption est très paradoxal, puisqu'à la fois, je pense que Fillon a perdu les élections présidentielles grâce à la révélation d'affaires qui ne sont pas encore jugées, mais dont on pouvait penser qu'elles révélaient une addiction à l'argent, mais en même temps... il y a une prime à la casserole dans certains cas, et Balkany fait partie de ceux qui ont bénéficié de cela pendant longtemps. Aujourd'hui, je pense que les soutiens diminuent. Qu'est-ce que tu penses de la loi sur le secret des affaires? Tu t'es un peu exprimé là-dessus. Oui, c'est une loi qui, pour Anticor, que nous qualifions Anticor de loi scélérate. Tu peux l'expliquer un peu? La loi sur le secret des affaires, donc il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui protègent le secret des affaires, le droit d'auteur, le droit de fabrique, de marque, etc. Donc, au niveau de la Commission européenne, on a considéré qu'il fallait unifier cela sur le plan européen. Donc des cabinets d'affaires se sont réunis et ont beaucoup approuvé cela. Lorsque les citoyens ont été consultés par un livre vert, ça n'a pas été le cas, mais qu'importe. Donc cette directive a été adoptée, et donc, pour résumer, cette directive fait du secret la règle et de la transparence ou de la révélation l'exception. Il y a des petits interstices pour les journalistes et pour les lanceurs d'alerte, mais ces interstices sont très très modestes. Et on voit par exemple dans l'affaire Implant Files, qui est une des premières grandes affaires qui se heurte au secret des affaires. Donc c'est une affaire que révélait Cache Investigation sur la façon dont des implants étaient approuvés, dont la vente d'implants, dont de dispositifs médicaux était approuvée, et ces implants ont causé des dégâts et des souffrances considérables chez ceux, notamment il y avait beaucoup de femmes, puisque certains des implants leur étaient destinés, mais c'est des souffrances immenses et des conditions d'approbation des implants qui étaient très superficielles, qui étaient très formelles. Mais il y a en France une société, parmi l'ensemble des sociétés européennes, qui était chargée de l'approbation des implants, et Le Monde souhaitait connaître la façon dont
ces implants avaient été approuvés, éventuellement testés par l'autorité française en charge de cette approbation. Et la commission d'accès aux documents administratifs a considéré que ça pouvait poser un problème au regard du secret des affaires, donc n'a pas autorisé la divulgation de ces... Donc l'affaire est à présent devant la juridiction administrative. On verra ce que le juge administratif en dira, mais c'est bien emblématique de la façon dont... par rapport aux États-Unis, alors je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très paradoxal. On nous parle beaucoup de transparence, mais en même temps, tout se fait comme si le voile d'opacité s'étendait. Et cette loi étend le voile d'opacité, parce qu'en même temps qu'il devient très difficile d'investiguer sur ce type de situation, la révélation de situations qui peuvent relever du secret des affaires. Elle a été votée quand, cette loi? Alors, elle a été... c'est jamais que l'application de la directive. Elle a été votée par une proposition de loi l'année dernière, contre toute la société civile et contre beaucoup d'amendements qui auraient permis de modérer. Parce qu'on pouvait... Elle doit être appliquée, oui, depuis l'année dernière, elle est appliquée. Et donc, effectivement, on aurait pu transposer d'une façon différente. Est-ce qu'elle n'arrivera pas parce que là, il y a une loi qui a été votée par Bruxelles très récemment en protection des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'elle n'est pas antinomique? Qui reste encore à adopter par les États, mais on peut raisonnablement penser qu'elle le sera. La France s'y était opposée, d'ailleurs. Enfin, elle voulait... Oui, parce qu'on a un système qui est tellement mieux. En réalité, on pourra parler... C'est incroyablement scandaleux, ça aussi. Mais je veux dire, une fois que la directive est votée par Bruxelles, est-ce qu'elle n'arrivera pas en confrontation avec la loi française du secret des affaires? En réalité, la directive votée à Bruxelles est en principe compatible avec la directive du secret des affaires qui est elle aussi adoptée par Bruxelles. Et donc, ces textes déclinés en droit français poseront les mêmes problèmes qu'ils posent. Alors peut-être qu'il y aura un interstice qui va un peu s'élargir en faveur des lanceurs d'alerte. Mais je ne crois pas vraiment, je veux dire, parce que, encore une fois, il est difficile d'investiguer, mais la révélation par un journaliste ou par un lanceur d'alerte peut être très coûteuse. C'est le tribunal de commerce qui va juger, et le préjudice qui peut résulter de la révélation peut être très important. Donc il y a de quoi nous ruiner. Des organes de presse. Tu sais, quand j'ai sorti Clearstream, j'ai eu un certain nombre de procès. La bonne foi a été reconnue à la fin. Oui, au bout de 10 ans. Mais je m'en souviens. Mais est-ce que, avec une loi sur le secret des affaires, je voudrais ressortir la même histoire aujourd'hui, je ne peux pas. Il restera pour le juge à déterminer ce que c'est que le secret des affaires, parce que le secret des affaires est défini de façon très large, et on peut raisonnablement penser qu'une affaire comme Clearstream, on aurait pu avoir contre-offensive aussi sur le thème secret des affaires et pas seulement sur le thème diffamation ou c'est ça que je pense et donc non, c'est un vrai sujet. La jurisprudence se construira, on peut espérer qu'elle se construira y compris à la lumière de ce que pourrait dire la Cour européenne des droits de l'homme, car il y a en l'espèce beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que les tribunaux de commerce ne sont pas forcément formés sur les questions de liberté d'expression, sur l'intérêt public qui peut résulter dans une société démocratique de débattre de la mise en place de produits ou de fonctionnement du type de ce que tu as révélé. Je voudrais en finir là-dessus, parce que ça fait une heure qu'on parle, on ne se rend pas compte, mais je voudrais te dire à quel point je suis pessimiste quand je t'entends dire ça, parce que quand je vois les attaques ces derniers temps contre la presse, l'affaire Disclose, l'audition dans les affaires Benalla de journalistes, un peu foireuse à Mediapart, les perquisitions à Mediapart, etc., c'est du jamais vu quand même dans les annales. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'aveuglement du pouvoir. Enfin, il continue comme si de rien n'était. C'est pour ça que je suis pessimiste, parce que quand tu dis on peut construire une jurisprudence, on peut aller à la Cour européenne des droits de l'homme, certes, mais dans 3 ans, tout ça prend du temps, et la situation est très angoissante, non? La Déclaration des droits de l'homme, qui fonde la République, dit la liberté d'expression est un des droits les plus précieux de l'homme. Et je pense que nous avons quand même ça dans notre ADN quelque part. Donc c'est vrai, je vois bien la façon dont les choses se passent et la difficulté de s'exprimer librement. Mais je pense, donc, pessimisme de la raison, mais optimisme de la volonté. Je pense que... Je crois même Macron, il pourrait dire ça, c'est un peu langue de bois, ça. Non, je pense que... Alors, si ça ne te plaît pas, je rappelle Lucie Aubrac, résister est un verbe qui se conjugue au présent. C'est ça que ça ne me plaît pas, c'est que... non, c'est Gramsci, c'est Gramsci qui l'a dit. Alors, c'est vrai que Macron peut reprendre des choses de philosophes. Oui, c'est Gramsci.
Mais voilà, donc c'est nous tous qui faisons une partie de la démocratie. C'est nous tous qui avons une responsabilité. Alors certains peuvent s'exprimer, d'autres protestent, donc il peut y avoir des réactions par rapport à ça. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de servitude volontaire. Quand j'ai vu les Gilets jaunes sortir, je me suis dit, finalement, ils n'attendent pas le terme de 5 ans, ils expriment leur opinion, de la façon dont ils l'ont fait, et ils ne se résignent pas. Donc je pense que c'est cette résignation qui n'est pas dans notre corpus politique. Et c'est grâce à ça, et aussi parce que nous avons des grands principes qui font de la République, que les choses ne sont pas tout à fait perdues. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sans doute faut-il résister plus qu'autrefois, et peut-être faut-il lutter avec plus d'ardeur encore que nous l'avons fait dans le passé. Là, en t'écoutant, je me dis, est-ce que tu n'as pas envie de faire de la politique ? Ça te... Non, pour l'instant... C'est du syndicalisme tout le temps, mais... Oui, alors c'est du syndicalisme, et c'est, disons, l'action associative. Donc, Anticorps est une association transpartisane, donc on n'a pas affilié à aucun parti politique, et nous sommes financés que par ceux qui nous font, qui adhèrent ou qui nous font des dons. Là aussi, c'est un élément important d'indépendance. Si vous gagnez un procès, vous pouvez récupérer des dommages ? Oui, pour l'instant, on n'a pas récupéré énormément, mais on peut récupérer effectivement les dommages et intérêts. Mais Anticorps est d'une certaine façon politique. Anticorps montre la voie à suivre, mais c'est en quelque sorte des règles d'hygiène politique, comme des règles d'hygiène pour la restauration. Donc ensuite, vous choisissez la cuisine italienne ou la cuisine chinoise. Donc Anticorps montre ce que pourraient être des bonnes règles d'hygiène démocratique, puis ensuite des gens choisissent la gauche et la droite et les partis qui... Et Anticorps a son agrément, là, ça va ? Et l'Anticorps, pour l'instant, a son agrément. Pour combien de temps encore ? Pour 2 ans encore. Donc, on a 2 ans de bonheur avec Anticorps. Merci. En attendant les agréments pour Sherpa. Voilà. Donc, et puis ceux qui ont une indignation, qu'ils se souviennent qu'on est toujours plus intelligent et plus fort à plusieurs que tout seul. Et donc ils peuvent nous rejoindre eux aussi. D'accord. Merci beaucoup Éric. De rien. Bonne soirée. Merci. Au revoir.